Bonjour tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie des réponses à vos questions, donc je réponds à des questions qui m'ont été posées pour la précédente vidéo de cette catégorie. Donc n'oubliez pas que quand vous posez des questions sur des entreprises concrètes, de les poser dans les commentaires pour la bonne vidéo, parce que comme ça me simplifie après pour les retrouver et votre question a plus de chances de rentrer dans ma liste. Donc maintenant, j'ai une longue liste des entreprises que vous voulez voir. Évidemment, je ne pourrai pas faire tout, mais je vais vous faire le maximum pour vous. Et pour ça, n'oubliez pas de me mettre un petit like et s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je suis désolé encore une fois de vous demander à chaque fois. C'est pas pour moi, c'est pour, c'est pour YouTube. C'est parce que YouTube a besoin de beaucoup de likes pour monter les chaînes, pour qu'il y ait plus de personnes inscrites, pour qu'il y ait plus de personnes qui voient cette vidéo. Donc, avant de commencer cette vidéo, je fais quelques disclaimers que moi, je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement. Je donne mon avis. Je fais rapidement une analyse fondamentale et analyse technique. Et deuxième, pas le disclaimer, mais plutôt un conseil, c'est que quand vous faites des investissements, et ça sera valable pour toutes les entreprises qu'on va voir aujourd'hui, il faut toujours contextualiser votre investissement. Donc, chaque semaine, dans les vidéos hebdomadaires que je publie les samedis généralement, je fais un tour de big picture, de la situation globale, des tendances globales pour comprendre où nous sommes aujourd'hui. Et dans la dernière vidéo que vous allez pouvoir voir le lien attaché à cette vidéo, aujourd'hui on est dans une situation quand même assez particulière parce que là on vit un grand rebond technique sur tous les marchés développés. Et il y a quand même la crise de coronavirus qui on compare souvent avec la crise de 1929. Il y en a certains il y en a toujours des gens qui comparent n'importe quelle crise à 1929, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on risque d'être face à une crise structurelle dont les conséquences, on a du mal à maîtriser. Donc, quand vous faites un investissement, pensez que toutes les entreprises, si on vit une grande crise style 2008 ou 2002 ou 2000, pas 2002, 2000 ou même 1929, pardon, je m'arrive aujourd'hui, toutes les actions vont baisser, quelle que soit leur qualité. Donc faites quand même attention au contexte dans lequel vous faites des investissements. Surtout pour les entreprises qui sont plutôt cycliques, qui ne sont pas exposées à des secteurs qui sont ultra défensifs ou ultra prometteurs. Donc voilà, donc là, dans tous les cas, je vais vous indiquer tous ces secteurs-là. Bon, pour ne pas perdre le temps, je vais commencer cette vidéo par l'entreprise qui a été le plus souvent demandée, c'est Schneider Electric, vous voyez sur l'écran. Très rapidement, en fait, c'est une société qui est assez diversifiée. Leur business principal elle concerne le management de l'énergie. Donc, ils sont présents sur pas mal de régions dans le monde. Donc là, vous pouvez voir aussi, c'est que 29% en Amérique, 26%, donc à peu près partout ils sont présents, donc ça c'est très bien. Et ils ont un leadership dans leur branche du métier. Leurs branches du métier sont tout autour de la gestion de l'énergie, mais dans les secteurs bien différents. Donc ça, c'est dans le bâtiment, dans l'informatique, c'est les data centers, dans l'industrie, dans l'infrastructure, dans la distribution. Mais attention, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas le secteur énergétique, c'est le secteur de management énergétique. Ils sont à fond sur des créneaux modernes de transformation énergétique qui se passent dans pas mal de pays développés. Donc, comme vous avez peut-être remarqué, j'ai changé de place parce qu'il y avait énormément de bruit de grenouilles derrière moi. Je avais peur que ça va perturber la qualité de vidéo, donc comme ça je suis plus tranquille à l'intérieur. Il fait très chaud chez nous là, donc je ne sais pas si dans la région où vous êtes il fait aussi chaud, mais il a fait presque 28 degrés aujourd'hui, donc c'est pas facile à rester à l'intérieur. Donc ça mérite encore un like. Allez. Donc là en gros, voilà, c'est leur secteur principal, ça c'est la transformation énergétique et c'est dans tout un tas de secteurs qui sont vraiment essentiels dans l'économie. Mais il faut quand même tenir compte, comme je vous dis, il faut toujours contextualiser que l'économie sera fortement impactée et du coup leurs clients, les demandes de l'énergie sera moins importante, mais ils ne sont pas nécessairement exposés à la demande de l'énergie en elle-même, mais en transformation énergétique. Et ça, c'est pas forcément les projets qui seront abandonnés, probablement l'inverse. Donc, je pense que ça peut être une entreprise qui est assez quand même, qui peut être assez défensive par rapport à la crise actuelle, à moins que cette crise se transforme vraiment en grande dépression, comme on a vécu dans les pires années de l'histoire financière mondiale.
Maintenant, je vais regarder vite fait les chiffres, parce que j'aime bien leur site déjà. Moi, j'aime bien quand les compagnies font des beaux sites pour l'espace investisseur, qui sont faciles à lire et pratiques à comprendre, on va dire. Donc là, c'est le cas pour Schneider, donc ça, c'est un bon signe, en tout cas pour moi, quand je l'analyse, ça m'arrange. Donc là, ça, c'est le chiffre d'affaires, ça, c'est les revenues. Bon, les revenues, non, ça, c'est pas le chiffre d'affaires, ça doit être les... stop, sales, c'est le chiffre d'affaires. Ah non, non, c'est bon, c'est le chiffre d'affaires, ouais, c'est bon. Donc ça, c'est 25 millions, c'est assez stable, ça n'augmente pas énormément, c'est autour de 25 milliards pardon, d'euros. Donc là, je vais juste au cas où vérifier ces chiffres sur une autre source que j'ai. Je fais exprès, encore une fois, je fais exprès de ne pas préparer mes vidéos, comme ça vous regardez tout de suite comment je fais les analyses. Je pense que c'est pratique. Dites-moi si c'est pas pratique, parce que comme ça vous allez tout de suite voir comment j'analyse les entreprises. Donc ça, c'est quarterly. Oui, ça c'est le chiffre d'affaires, voilà, c'est bon, ça c'est les revenus, parce que pour moi ça c'était sales en fait, parce que parfois on utilise un terme, parfois un autre, donc voilà, pour ne pas vous dire de bêtises. Donc voilà, effectivement, ça c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires elle est très stable, donc ça veut dire que bon là par contre ça c'était une période de plein boom de croissance, donc on va pas forcément vivre le même cycle économique l'année prochaine et l'année d'après. Donc la répartition géographique, elle est excellente, donc elles sont présentes à peu près pareil partout. Donc non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, mais aussi dans les pays en Asie. EBITDA, c'est le résultat opérationnel. Ça, c'est super important. Parce qu'en fait, l'EBITDA, c'est ça qui va permettre à l'entreprise de capitaliser, augmenter les dividendes. Après, c'est selon votre stratégie, mais la croissance de l'EBITDA, qu'on voit d'ailleurs pour Schneider, c'est un signal d'une santé de l'entreprise quand même assez bonne. Net income, en fait, ça c'est après tous les charges, donc ça une fois qu'ils ont payé toutes les charges, combien il leur reste du revenu comptable. Donc il ne faut pas comparer avec le cash flow, parce que cash flow c'est vraiment les trésoreries qui rentrent dans la société. Ça c'est un autre indicateur. Donc net income, il est en hausse assez stable, donc sauf l'année 2015 quand ils ont eu une chute. Mais après, ils ont repris. Maintenant, ils sont au maximum dans 2019. Donc ça, c'est parfait. Et voilà, le free cash flow, ça, c'est la trésorerie de l'entreprise. Là, c'est excellent aussi. Donc voilà. Donc là, c'est une entreprise, en tout cas pour moi, elle est en bonne santé. Donc ça, c'est les graphiques des dividendes, en fait, comment l'évolution de leurs dividendes. Ça, c'est le résultat par action. Oui, bénéfice net par action, voilà. Earning per share, en français. Donc, et en gris, c'est le dividende en fait. Et on regarde le trend en fait. Là, il augmente le dividende. Et vous voyez, même l'année 2015, quand ils ont eu apparemment des soucis, ils ont quand même augmenté les dividendes. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise qui est assez amicale envers ses actionnaires. Donc, elle aime bien quand les gens investissent à long terme. Donc, pourtant que earnings, ils ont baissé. Donc, du coup, ils ont serré les ceintures. Ils ont quand même payé le dividende plus. Et donc là, c'est stable. Et on verra comment ils vont vivre la crise de Corona. On verra déjà tout à l'heure leur réaction à cette crise pendant la première vague de baisse. Donc ça nous aidera à comprendre. Je vous promets que je n'ai pas encore vu, donc croyez-moi sur parole, la confiance c'est important. Voilà, donc c'est de point de vue ratio des fondamentaux, ça a l'air d'être pas mal. On va regarder les ratios, parce que ratio, il peut permettre de voir déjà une image consolidée, à quoi ressemble l'entreprise, et comment elle est valorisée, comment elle est efficace. Donc PE ratio 19, pour moi, ça me paraît un peu beaucoup pour une entreprise comme ça, bien mature, mais qui n'est pas une entreprise de, on va dire, bling-bling, type Fang et tout ça. Donc 19, pour moi, c'est le début de la crise, donc avoir le PER 19, je trouve que c'est peut-être un peu tôt. Il est assez cher. Après, je ne sais pas, parce que PE ratio, ce n'est pas mon ratio préféré. Je sais qu'il est utilisé par pas mal de gens, mais moi, je le regarde rarement. S'il n'y a pas eu d'acquisition, s'il est juste, parce qu'il n'est pas toujours juste. Mais par rapport à l'industrie, ils disent que 25... Bon, après, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'ils incluent comme entreprise de même industrie. Ça peut être toute autre chose. Donc voilà. Price to sales n'est pas super cher par rapport à la price to sales. Price to sales, c'est le prix d'action par rapport au chiffre d'affaires. Donc, la société elle est valorisée à peu près presque 2 ans de chiffre d'affaires. C'est correct.
Donc je dirais que c'est même bon marché, peut-être. Price to book. Faites attention d'ailleurs pour ceux qui aiment le Benjamin Graham et l'investissement pure value. Donc si on prend la valeur de leurs actifs, l'action vaut 2 euros. Vous voyez? Et en plus, c'est tous les actifs, c'est pas uniquement les actifs tangibles. Donc, et là, je pense que c'est un peu plus cher non, sur la bourse, c'est 82. Donc cette entreprise, elle a quand même pas mal de valorisation, pas mal d'attentes, on va dire, par rapport à cette entreprise. Donc les marges, la marge grosse margin, donc ça c'est vraiment la marge brute des brutes, c'est 40%, c'est juste super. Et la marge nette, c'est le frôle les 10, moyenne de 5 ans, c'est 8. Donc ça va, ça c'est pas. C'est à peu près à quelque chose à quoi je m'attendais. Donc je parle de marge nette, marge grosse, margin, donc ils ont encore du potentiel à faire de marge nette meilleure que ça. Return on equity, 11%, c'est pas énorme, et 6,6, bon, on va dire 7 pour arrondir. Ça, c'est si on tient compte de la dette, en fait, la rentabilité, correcte. En fait, c'est pas Amazon, mais ça va. Donc c'est pas non plus quelque chose, c'est pas un business model. Pour une entreprise mature comme ça, où les flux de trésorerie sont très stables, en fait, il n'y a pas énormément de mouvement sur ce secteur, mais il progresse et visiblement le travail avec des clients qui sont assez stables, donc c'est pas choquant. Donc c'est d'avoir ce niveau de rentabilité. Donc le business reste relativement rentable. Au niveau de dette, c'est très bien. Honnêtement, je m'entendais pire. Parce que pour des secteurs qui sont quand même consommateurs en matériel, donc avoir une dette, il pourrait se permettre d'avoir une dette plus importante. Et la dette court terme, elle est bien couverte par la dette, par les actifs court terme. Donc ils ont assez de cash pour payer toutes leurs dettes court terme. Il n'y a aucun problème au niveau de solvabilité, au niveau de trésor. Voilà, comme je viens de dire, ça confirme ce que je viens de dire tout à l'heure. Ils versent presque 60% de leurs bénéfices sous une forme de dividende, c'est beaucoup. Donc c'est une entreprise qui est très friendly aux actionnaires, donc c'est normal. Donc là, ils ont toutes les chances, sauf une grande crise, ils ont toutes les chances d'augmenter les dividendes. Peut-être comme toutes les autres entreprises, ils vont exceptionnellement couper les dividendes cette année. Je ne sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le faire. Je ne sais pas si ça sera le cas pour Schneider, mais probablement ils vont pouvoir maintenir leurs dividendes. En tout cas, selon ce que je ne vois pas cette entreprise comme hyper méga exposée au coronavirus. Mais attention, c'est super important à comprendre que même s'il n'est pas exposé directement sur cette crise, cette entreprise fait partie de tous les ETF, de tous les indices, de tous les machins. Donc s'il y a une chute sur le marché et tout le monde commence à vendre tout, ce phénomène des ETF et des fonds indexés va faire en sorte qu'elle va baisser aussi. Donc il ne faut pas croire qu'elle va, en cas de crise, elle va monter en contresens avec le CAC 40. Non, ça ne va pas arriver. Donc elle va baisser, mais après peut-être elle baissera un petit peu moins parce qu'il y aura plus de rachats à bon compte. Mais ne croyez pas que si on s'enfonce dans la crise, que cette action va vous sauver la peau. Hein. Non, pas du tout. Maintenant, on va regarder les matchs techniques, Trading View, mes amis. Voilà. Ops. Voilà, Schneider Electric. Super. Super, super, super. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte? En fait, c'est intéressant de regarder comment elle a vécu la première vague de cette crise, parce que si elle a bien vécu cette vague, dans ce cas-là, elle n'est pas sensible à cette crise, elle fait d'office une valeur refuge. Mais apparemment, non. Apparemment, pas du tout. Donc là, je vais cacher ma tête pour que vous puissiez voir le graphique. Donc là, effectivement, cette valeur, techniquement, elle est descendue à un niveau où on était à 62 là, au pire moment en mars. Donc c'était une valeur vraiment 2019. Ah, il a déjà vachement baissé. Ah oui, ça c'était après la mini-crise de 2018, fin 2018, c'est ça? Ah oui, c'est fin 2018. Bon, en fait, elle est quand même assez sensible, vous voyez, donc elle n'a même pas allé jusqu'au plus bas de 2018, ce qui est d'ailleurs assez surprenant. C'est même très surprenant, je dirais.
Parce que pour l'instant, il n'a même pas vu les plus bas de 2018. Mais 2018, c'était clairement moins sérieux que ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais, bon, c'est assez drôle ça, quand même, je trouve. Puis on va voir, voilà, donc là, sur l'image graphique globale, en fait, long terme, on est à peu près là. Donc ça, c'est 2008-2009, on était à 24 euros. Bon. Bon, elle a baissé beaucoup, mais franchement, il n'est pas allé jusque-là, là. Ça, c'est étonnant. Parce que moi, je m'attendrais de l'avoir... Ah non, vous voyez donc. Ah voilà, l'analyse technique, ça marche bien quand même. C'est ce que je dis à chaque fois. Vous voyez, donc là, il a touché. Ça, c'est en graphique. Ah, ben c'est mensuel, évidemment, parce que j'ai un truc mensuel, c'est pour ça. Ah bah voilà, là, je commence à tout comprendre, là. Voilà. Ops. Parce que là, il m'a foutu en daily. Donc là, on est quand même... Je pense qu'on est quand même allé bien plus bas. Ouais, voilà, donc là, on était presque... On n'est quand même pas touché en daily, on n'a pas touché les niveaux de fin 2018. C'est peut-être un bon signe parce qu'il a dû normalement aller, cette action, elle a dû normalement aller jusqu'à au moins ce niveau-là, jusqu'au 60, mais là, elle s'est arrêtée sur 62, visiblement. Donc, c'est pas loin, je sais, mais quand même, visiblement, on les résiste pas mal quand même à la crise, hein, parce qu'il y en a beaucoup, la plupart d'actions, en fait, qu'ils ont, pendant la première vague de la crise de coronavirus, ils sont baissés beaucoup, beaucoup plus bas qu'en fin 2018. Là, on devait être... normalement, si elle faisait comme toutes les autres entreprises, elle devrait être là, quelque part. Jusqu'à 43, elle devait descendre en mars. Mais là, elle est descendue que jusque-là. Donc, c'est pas... Donc là, je pense que c'est assez intéressant, en fait, que considérer cette entreprise. Pour moi, c'est vraiment la catégorie 2, peut-être. Catégorie B dans mes entreprises. C'est vraiment les entreprises qu'il faut peut-être prendre... Je commencerai à ouvrir les positions, je dirais, non pas ici, c'est certain, mais je vais commencer à l'acheter peut-être s'il y a une crise, et je pense qu'il y aura une crise si vous suivez mes vidéos hebdo. C'est difficile de trouver les niveaux ici même quand même, parce que une fois qu'on passe ces niveaux de 2018, ensuite le prochain niveau c'est là, c'est 51. 51. Ouais, moi j'achèterais là vers 45. Voilà, entre 40 et 50, j'achèterais ici. Dans cette zone-là, je serais acheteur sur cette entreprise, honnêtement. Je vais même rajouter cette action dans ma catégorie B. Des entreprises de bonne qualité, mais je ne vais pas les acheter au premier chute de bourse, pas à la première chute de bourse. Voilà, donc c'est tout pour Schneider. Donc en gros, pour résumer, très bonne entreprise, très bon flou financier. Donc je fais revenir ma tête pour que vous puissiez me voir. Donc excellente entreprise, très stable, exposée sur des secteurs modernes, en fait, à fond dans la transformation énergétique. Puis elle est technologique, donc elle est très amicale envers les actionnaires. Elle est chère aujourd'hui, je trouve qu'elle est chère par rapport au cycle où nous nous trouvons aujourd'hui. Il faut l'acheter dans la catégorie B, on va dire, après la catégorie A des grandes entreprises superbes. Donc ça va juste derrière. Donc c'est à peu près acheté dans le même lot à peu près avec les pharmaceutiques comme Sanofi. Voilà, donc c'est une excellente entreprise. Il faut toujours la surveiller. Vous avez raison de me poser cette question. Donc la deuxième société que nous allons regarder aujourd'hui, c'est Danone. Il y a plusieurs qui m'ont posé cette question sur Danone. Et vous voyez, je regarde aussi les entreprises qui sont, à mon avis, un petit peu plus défensives dans la probable crise que nous allons vivre. Donc Danone. Juste pour vous dire que j'ai du Nestlé dans ma catégorie A, dans ma fameuse catégorie A des entreprises, je vais vous la montrer encore une fois. Et Nestlé, c'est une entreprise qui est co-actionnaire avec Danone. Je crois que... Dites-moi dans les commentaires si c'est toujours le cas, mais en tout cas, il y a quelques années, c'était le cas. Je pense que c'est toujours le cas. En fait, en gros, Nestlé, il était investi dans Danone et Danone était investi dans Nestlé. Il était à peu près quelques dizaines de pourcents dans chacun, mutuellement. Donc, voilà. Donc, et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais le comparer par rapport à son concurrent suisse. Je pense que ça sera le plus représentatif.
Parce que ce sont des sociétés qui sont tout à fait comparables, selon moi. Encore une fois. Bah, tout ce que je dis, c'est selon moi. Donc là, je pense que Danone, il ne faut pas la présenter. On se connaît tous, c'est ça, agroalimentaire. Donc ça, c'est nos besoins primaires, on va dire. Donc c'est toujours bien d'investir pendant les crises. En général, ces sociétés qui sont considérées comme les défensives. D'ailleurs, souvent, c'est pas le cas. Donc, Danone versus Nestlé. Commençons. C'est des secteurs très proches. Donc Nestlé, il est bien plus cher. Certainement, il y a une raison, parce que là, on va regarder le PE ratio à 21 pour Danone et pour Nestlé, c'est 34. Donc, on voit bien que c'est plus cher. Pour price to sales, encore une fois, Danone, elle est moins chère. Et price to book... d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise là tout à l'heure sur Schneider, excusez-moi. Price to book, en fait, cela veut dire que leur valeur comptable, valeur de bourse, c'est les 2 fois 2,4 là, dans ce cas-là, et les 2 fois 2,4 supérieurs à la valeur tangible, c'est pas de dollars. Ça, c'est la book value qui j'ai confondu, excusez-moi, hein. Pour le Schneider, c'était pas tellement surévolué par rapport à leurs actifs. Voilà. Donc ici, valorisation, c'est 2 fois 0,4 et ah oui, bon, Nestlé c'est 6 fois. Donc c'est vraiment Nestlé, il est très cher hein, par rapport à. Il doit y avoir une raison. Vous savez, tout est logique dans le monde, donc forcément on trouvera une explication pourquoi Nestlé est beaucoup plus cher et certainement pour cette raison que j'ai Nestlé dans ma catégorie A et pas Danone. Donc la marge, 50% pour Danone, 50% pour Nestlé, donc nickel. Net, 8% pour Nestlé, 9 presque. Et pour Danone, c'est 7 ou 8. Donc, ouais, bon, c'est un petit peu moins pour Danone, mais quand même. Alors, c'est où la bête? C'est où cette bête? Donc, Danone, rentabilité 11%, ça ressemble vraiment au Schneider, hein, je trouve. Return on investment avec la dette, c'est 6. Donc, on compare les deux. Donc, sans tenir compte de la dette, c'est 11. Avec la dette, c'est 6. Et pour Nestlé, c'est combien? Pour Nestlé, c'est 17 et 8 et 4. Donc Nestlé est le plus rentable. Mais en tout cas, elles sont très comparables, ces entreprises. Je ne comprends pas pourquoi Nestlé est tellement beaucoup plus cher. Après, je regarde les autres ratios. Current ratio, en fait, ils ont plus de dettes court terme que d'actifs court terme. Pour ce genre d'entreprise, c'est pas un problème. Forcément, elles vont facilement financer leur cycle d'exploitation. Et en plus, c'est pas loin. Et l'endettement, l'endettement de Nestlé il est beaucoup moins important que celui de Danone. C'est pas forcément un mauvais signe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si Danone il s'est endetté pour acheter ses concurrents, c'était peut-être pas forcément une mauvaise idée parce que les taux étaient très bas. Donc peut-être s'ils se sont endettés récemment, ils ont profité certainement des taux plus intéressants pour investir. Après la question comment ils ont investi, mais selon ce que je vois, le return on investment, il est tout à fait comparable à Nestlé. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas acheté n'importe quoi. Donc, ça veut dire que la nouvelle dette qu'ils ont créée, elle est probablement tout aussi performante que celle d'avant. Après, le ratio de distribution, là, ils distribuent encore plus que Schneider, 71% de leurs bénéfices sous une forme de dividendes. Et pareil pour Nestlé. Mais c'est vraiment copier-coller ces entreprises, mais sauf que Nestlé, il est beaucoup plus cher. Je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté Nestlé et pas Danone dans la catégorie A, j'avoue. Parce que comme ça, Nestlé, ça me paraît... Parce que Nestlé, effectivement, il possède quelques marques avec un fort potentiel, genre type Nespresso. Mais c'est peut-être parce que le fait d'être souvent en Suisse, ça m'a influencé. Voilà, mais dans tous les cas, bon, c'est les deux entreprises qui sont relativement chères. Elles sont relativement chères par rapport au cycle économique où nous sommes aujourd'hui. Mais dans tous les cas, c'est un secteur bien plus défensif, donc c'est pas nécessairement, ça va pas se casser la gueule comme toutes les autres. On espère. Après, c'est la question toujours. Donc Danone. Là, je vais regarder Danone parce que Nestlé, vous m'avez pas posé. Je crois qu'on m'a posé une question, mais pas une seule fois.
Donc, la baisse de... Je vais cacher ma tête encore pour que vous puissiez voir mieux. Tech. Alors. Voilà, en mars. Je suis encore en mensuel. Hein. En daily. Combien on a fait en daily? Voilà, en daily, on a fait ça. Donc, ouais, bon. C'est toujours pas spécialement grave. Donc là, on était à 82 au plus haut. C'était en 19. Et là, on est descendu jusqu'au... Waouh, jusqu'à 50. Donc, vous voyez, c'est pas défensif, c'est tout relatif, quoi. Donc, c'est vrai que Danone, il a quand même s'est pris une claque, là, pendant la première phase de baisse. Et ça, c'était les niveaux qu'on a vus la dernière fois. 2014. Bon, c'est loin, quand même, hein, 2014. Je suis quand même assez étonné qu'il était aussi sensible à la conjoncture. Parce que c'est vrai que le confinement et tout, mais là c'est quand même un secteur qui est assez... Donc ça c'est 2008-2009. Avec Danone on est descendu jusqu'à 31. Mais en tout cas, ce que je constate, je comprends pas, pour l'instant je comprends pas pourquoi, honnêtement. Danone elle est assez... elle est très sensible aux crises. C'est ça ça me surprend, j'avoue. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça, mais pour cette valeur en tout cas. Donc et en plus, techniquement parlant, je dirais que là, on est en train de... Là, on était dans un canal comme ça depuis 2008-2009, depuis la dernière crise. Là, on l'a cassé depuis un moment, vous voyez, donc la ligne médiane, on l'a cassé à plusieurs reprises. Maintenant, on restait, même en 2018-2019, on est resté en dessous. Mais toujours dans un canal haussier. Mais par contre, là, on vient de le sortir. Donc, on a toutes les chances de renverser ce canal. Donc, franchement, je pense que si on se projette un petit peu plus loin, il va faire plutôt... avec ce rebond technique là qu'on est en train de vivre, là, elle va faire ça, certainement. On va finir ce mouvement. Et ensuite, on devra refaire des tests là, donc ces niveaux-là. Peut-être ici, on fera un petit rebond technique encore. Et on enchaînera un autre canal pour revenir vers là. Pour moi, c'est ça qui va se faire. Donc, du coup, ce canal, il va s'inverser. Donc, on va aller vers... ça va être comme ça, maintenant, le canal. Ça, ce sera le nouveau canal si, encore une fois, si la crise se confirme. Si maintenant la crise a annulé, on se dit que finalement, le coronavirus, c'était pas grave, et genre 20 millions de chômeurs aux États-Unis, c'est pas grave, et on continue notre fête boursière qu'on a vécue depuis 2 ans, dans ce cas-là, peut-être il va revenir dans le canal et on va oublier ça comme un cauchemar. Mais c'est à vous de juger si c'est probable ou pas. Je vais rien dire. Voilà. Je vais quand même regarder Nestlé, comme ça on va analyser à la fois les deux valeurs. Parce que je suis juste curieux pourquoi Danone il est tellement sensible aux conjonctures, parce que pour moi c'était vraiment les valeurs défensives. Donc ça c'est Nestlé. Donc vous voyez Nestlé en fait. Voilà, c'est ça qui est bizarre en fait, parce que Nestlé, c'est vrai que il y a eu des chutes. Là, c'était quand? Le 2008-2009. Voilà, c'était ici. On était là. On a chuté seulement de 30. Voilà. On est passé de 54 à 37. Donc il a moins réagi un petit peu que Danone sur la crise de 2008-2009. Donc du coup, c'est vrai qu'il a un petit peu moins de sensibilité ce que j'ai l'impression, hein, il a un petit peu moins de sensibilité au cycle, on va dire. Parce que là, ici, on peut même dessiner un grand canal haussier depuis je sais pas quelle année. Vous voyez là.
Et on y reste toujours, hein. Donc on y reste toujours dans ce canal. Donc c'est quand même... Voilà. Donc on peut toujours voir le descendre vers 91 et ça sera que le bas du canal. Et ce canal qui dure depuis début des années 2000. Donc vous voyez, c'est pour Danone, c'était pas vraiment le cas, hein. C'est juste, il y a beaucoup plus c'est une scie, on va dire. Et là, c'est vraiment une ligne droite, quoi, presque. J'ai du mal à expliquer en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ces dossiers en fait. Si vous, j'ai pas lu les rapports annuels de ces entreprises. Si vous voyez pourquoi c'est comme ça, parce que pour moi c'est vraiment des entreprises identiques. Mais Nestlé, il est un peu toujours vu visiblement par des investisseurs. Il est moins vendu quand il y a des crises, apparemment. Bon, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais dans tous les cas, voilà. Donc, selon l'image technique, vous voyez le phénomène en fait quand on fait de l'investissement dans différents axes. L'image technique nous donne une idée que visiblement, fondamentalement, quelque chose est différent. Tandis que je le vois pas avec mes ratios. Mais techniquement, je vois qu'il y a quelque chose qui est quand même différent parce que le mouvement de prix sur Nestlé, me paraît bien moins volatile que sur Danone. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte. C'est pour ça que je dis à chaque fois que il faut toujours voir dans l'ensemble, en fait, le macro, l'image globale, les fondamentaux des entreprises et l'image technique qui décrit le mouvement de prix. Parce que les prix sur le marché liquide, ça permet ça représente les fondamentaux et les perspectives surtout de l'entreprise. Parce que quand vous regardez les fondamentaux, c'est toujours par rapport au passé. Les ratios, c'est toujours par rapport au passé, par rapport au trimestre, par rapport à l'année dernière, tout ça. Mais les prix ils représentent l'humeur du marché, ce que le marché pense va se passer avec cette entreprise dans le futur. Et c'est pour ça que les deux sont très importants. Voilà, donc je passe à une autre entreprise. Donc là, on a vu déjà Nestlé et Danone. Donc là, je vais regarder Saint-Gobain. Saint-Gobain. C'est compagnie de Saint-Gobain, c'est la même chose ou... C'est la même chose. Là, je vais regarder sur Boursorama, c'est vraiment ça. Parce que je connais pas les prix en fait. Vous voyez comme ça, vous voyez tout de suite que je suis pas nécessairement prête. Je n'ai pas fait en avance ma vidéo. Donc c'est 24,81. Il est fermé. Ouais, donc ça c'est de la bonne. Donc, bon, Saint-Gobain, c'est la construction, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Ouais, les matériaux, c'était les vitres aussi, je crois, à l'époque. Building distribution, ouais, construction, product, innovative matériaux. Ouais, c'est quand même, ouais, c'est très proche au service de construction et les fournitures de construction. Bon, déjà, dès le début, ce que je veux vous dire, que nous sommes, je sais pas, vous connaissez la théorie des cycles, vous avez entendu certainement parler. Tout ce qu'on peut constater aujourd'hui, que clairement, on n'est pas en bas de cycle. Donc, du coup, les valeurs cycliques et les constructions automobiles et tout ça, par définition, c'est des valeurs cycliques. Il faut faire gaffe. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous intéressez à cette valeur en ce moment, parce que c'est elle qui va se prendre dans la gueule tous les problèmes que nous allons avoir avec le coronavirus, avec l'arrêt de l'économie, avec la récession, voire la dépression que nous allons vivre. Donc, pour moi, bon, vous voyez déjà, dans les ratios, tout de suite, je vois qu'il y a un problème. Donc, un PER 9,6, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, encore une fois, parce que le PER, c'est pas représentatif. Je ne sais pas pourquoi tout le monde l'aime bien tellement, mais déjà, il est pas cher, selon ce ratio. Après, price to sales, évidemment, il est même pas, il est quoi, à 40% de chiffre d'affaires, la valeur de marché, ça veut dire qu'elle est trop vendue. Mais s'il est trop vendu, c'est pas forcément un indicateur qu'il faut l'acheter. Trop vendu, c'est aussi peut-être parce que le marché anticipe que les fondamentaux vont diminuer, vont se détériorer. Et c'est les fondamentaux qui vont rattraper le cours de bourse sous-évolué que l'inverse. Il faut toujours garder ça en compte, parce qu'en fait, souvent, les valeurs en bourse sont sous-évaluées parce qu'il y a des bonnes raisons. Probablement, c'est le cas. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Voilà. Price to book, vous voyez, donc ça, c'est le price to book. Là, du coup, il est moins cher que sa valeur d'actifs.
Donc ça, c'est aussi on signale que l'entreprise, elle est pas chère, effectivement, soi-disant, mais il y a une raison certainement pourquoi c'est comme ça. Donc la marge brute, 25%, ma marge nette, vous voyez, donc tout de suite, 2% la marge nette, moyenne sur 5 ans, mais c'est vraiment rien du tout. C'est rien du tout la marge de 2,6%. C'est juste pour rigoler. Je sais que c'est pas du tout le même secteur, c'est pas du tout le même truc, mais je vous dis par exemple Microsoft, juste pour vous montrer les business qui marchent bien. Vous allez voir. Voilà, ça c'est la rentabilité, vous voyez? C'est 19, 15. Et c'est pas encore le maximum, hein. Chez Amazon, ça sera encore plus, je pense. Donc 2%, c'est vraiment ridicule, hein. C'est vraiment ridicule. Après, c'est quoi tout ça? Du coup, return on equity. Donc ça, c'est la rentabilité. Bon, la rentabilité est horrible, comme je m'attendais. Donc 7% et demi. Bon, horrible. Ils ne sont pas en perte déjà, c'est pas mal. Donc 7, sans tenir compte, 7,5, c'est pas beaucoup. 3, c'est rien du tout. Bon, moi, pour l'instant, avec les risques qu'on a aujourd'hui... En fait, si vous investissez dans cette valeur, vous êtes value investor. Donc, c'est-à-dire que vous achetez des actifs sous-évalués, vous espérez que ces actifs ne sont pas valorisés à bon prix. Donc, ça veut dire que vous vous positionnez dans le paradigme que vous êtes plus smart que le marché et vous voyez quelque chose que le marché ne voit pas. Déjà, pour le marché liquide et pour une entreprise des grands indices, il est dans le CAC 40, je pense. Donc, c'est un peu ambitieux déjà ce positionnement, pour moi en tout cas. Donc, je pense que s'il est sous-vendu, il est vendu comme ça veut dire qu'il y a une raison. Donc, la dette, ouais, je m'entendais pire, mais 66% c'est correct pour ce secteur. Il a des dividendes. Donc, il augmente les dividendes. Donc, ouais, pour le niveau de dividendes, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Je vais quand même regarder la stabilité de leur flou financier sur 4 ans. Donc ça monte. Ouais, ça augmente, c'est pas mal. Après, net income. Oh, il y avait un gros problème là, quelque part. 2018, net income. Opérationnel a baissé aussi. Je sais pas ce qui s'est passé en 2018, vous me dites, mais il y a quelque chose qui a eu lieu. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que le chiffre d'affaires, elle était bon. Et c'est l'operating expenses qui était important. Donc, unusual expenses, voilà, vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Quelque chose inhabituel qui s'est passé. Donc, unusual expenses, c'était beaucoup plus important que d'habitude. Visiblement, ils ont dû payer pour quelque chose qui n'ont pas été prévu. Voilà. Ok, techniquement, qu'est-ce que Saint-Gobain nous... Déjà, je vous rappelle, mettez-moi des likes en fait, si encore une fois, s'il vous plaît. Comme ça, parce que sinon, après, vous allez partir et oublier. Et je vais rester sans like. Donc, Saint-Gobain, ouais, ça c'est super long terme. Bon, sauf 2007-2008. Bon, vous voyez l'ampleur des chutes là. Là, c'était le haut de cycle. Ça, c'est la valeur cyclique. Et ça, c'était la crise de 2008-2009 qui s'est déclenchée. Elle est partie jusqu'à je ne sais pas combien, là, regardez. Il faut même me cacher pour que vous puissiez voir. Il est allé jusqu'à le pire, c'était 16. Donc il a été divisé par je ne sais pas combien, là, vous voyez. De 84, il est tombé au 16. Ça, c'est typiquement la valeur cyclique. Vous voyez, donc, moindre problème. Ça, c'est la crise de 2000, des années 2000. Mais ça, c'était la crise technologique, donc c'était pas forcément... Et même là, vous voyez, elle est passée de 49 jusqu'à encore 16-19. Donc, rien n'empêche pour cette entreprise, si on va vivre une grande crise maintenant, de faire la même chose. Et en plus, elle revient avec... ça, c'est assez simple techniquement, parce que quand il y a des grosses crises, elle revient toujours à ce niveau-là, à 21. Vous voyez, donc là, aujourd'hui, on est, je sais pas à combien, là. Pourquoi il me montre que là, je suis... Ah, non. Ah, ben on est déjà là. Vous voyez, donc ça prouve ma... Yes, je suis content. Parce que ça, exactement, j'ai pas vu ça en avance. Et vous voyez tout de suite que
de point de vue technique, il retombe toujours sur le même niveau à chaque grosse crise. Donc après, maintenant, est-ce qu'il y a des niveaux béton? Depuis 2095, on n'a jamais baissé plus bas que... Mais c'est ce qu'on vient de baisser là, non? Dites-moi. Il était sur 16 maintenant, récemment. Ou c'est mon graphique qui... Non mais c'est quelque chose d'incroyable, attendez. Je comprends pas ce qui se passe avec cette valeur là. Ah là on était à 16, on est rebondi jusque là. Non mais c'est vraiment, la valeur. Ce qui m'étonne, qu'il a déjà testé les plus bas, qu'il a dû tester pendant la pire crise qu'on peut s'imaginer. Donc cela veut dire que c'est une entreprise qui est en décroissance. Ah oui, bah évidemment, c'est une entreprise qui a un problème. Il a un problème, il y a quelque chose qui se passe avec cette entreprise, clairement. Vous voyez, si je prends 5 ans, depuis 2007, on est baissier sur Saint-Gobain. Voilà, ici on a un canal qui est, a priori, il est baissier. C'est un canal qui a commencé... en plus, elle baisse fort. Hein. Encore une fois, je sais pas ce qui se passe avec cette entreprise là, mais techniquement parlant, elle est en souci. Par contre, ce qui est rigolo, mine de rien, on peut quand même, si je continue un peu ce canal, là on l'a cassé tout à l'heure, pas tout à l'heure, récemment, on est revenu et on peut effectivement encore rester pendant quelques temps, on peut faire ça, peut-être on peut revenir même là, ça, mais on sera toujours dans un canal baissier. Donc cette entreprise, pour short, c'est pas mal. Pour short, si vous voulez spéculer. Mais apparemment, il y a quelque chose, qu'il y a un problème avec le business model. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait de particulier pour que ça nous donne ça. Mais apparemment, vraiment, il y a un gros problème sur cette entreprise. Vous voyez, encore une fois, l'analyse technique. Je ne connais pas l'entreprise. Je vous promets que je n'ai pas regardé en avance. Je regarde en même temps avec vous. Donc, l'analyse technique nous dit qu'il y a un souci. Et je ne le vois même pas. Je n'ai même pas besoin d'aller lire les fondamentaux. Voilà, donc Saint-Gobain, en tout cas, moi, j'achète pas, c'est sûr. Je suis même pas certain que j'achèterai, même si on s'enfonce dans la crise. Mais dans tous les cas, de point de vue spéculatif, il y a des choses à faire. Bon, la prochaine. Là, je vais regarder Capgemini aujourd'hui. Capgemini, ça, on est dans un secteur de services informatiques, c'est ça? Donc, normalement, ce sont des entreprises qui sont assez rentables. Mais le problème, c'est que ces entreprises, il faut faire attention. Je connais bien ce secteur. C'est des entreprises qui travaillent, qui embauchent des consultants, informaticiens généralement, et ils les vendent chez leurs clients. Donc, ces entreprises, en fait, leurs clients peuvent venir de différents secteurs, mais il y a une chose super importante qu'il faut connaître, que la majorité de leurs clients, c'est le secteur bancaire. Et ça, c'est super important, parce que le secteur bancaire, c'est le plus grand consommateur des systèmes informatiques. Et si dans le secteur bancaire, il y a une crise, toutes ces entreprises de services qui vendent leurs consultants chez les clients bancaires, et c'est les clients qui leur rapportent le plus de chiffre d'affaires souvent, c'est potentiellement un risque pour Capgemini. Donc du coup, cette entreprise, il faut voir dans le contexte en parallèle avec le secteur bancaire. Si vous êtes positif sur le secteur bancaire, moi je ne suis pas positif, je suis mitigé, on va dire, parce que je vais faire une vidéo sur le secteur bancaire à part. Mais par contre, il faut faire attention à ça, parce que on peut avoir l'impression que c'est pas un secteur cyclique, parce que c'est le service informatique, l'IT, machin, tout ça, ça va de toute façon se développer, mais c'est pas tout à fait le cas. Et effectivement, l'informatique va se développer. Mais c'est pas un éditeur de logiciels, c'est pas Microsoft, c'est pas, je sais pas, c'est pas Cisco, c'est pas Citrix, c'est pas du tout ce genre des entreprises. C'est une entreprise qui vend aux clients des spécialistes en informatique. Mais si les clients ont des problèmes, Capgemini aura aussi. Donc,
vais regarder tout de suite les ratios. Donc 16, c'est pas cher pour cette entreprise parce que c'est vraiment... en général, ils sont bien valorisés ces entreprises parce que c'est quand même un business model assez stable. Price to book, là ils sont pas chers là, franchement, parce que moi je m'attendais. Price to book en général pour ce genre d'entreprise, ils n'ont pas beaucoup d'actifs, ces entreprises, parce que c'est que des locaux, des machins. Et là c'est à 1,6, il est pas cher, hein, je trouve, hein, vraiment. Là en tout cas comme ça, vu comme ça, il n'est pas encore cher. Donc ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est passé avec? Leurs marges ont été écrasées récemment. Hmm. Ah non, non, ça c'est le grosse marge, non c'est bon. Excusez-moi, j'ai rien dit. J'ai pas l'habitude de regarder ce graphique ici, c'est pour ça que... Bon, la marge brute 27%, la marge nette est de seulement 7%. C'est pas bon, c'est pas énorme. Je m'entends plus à... Je vais regarder en parallèle une autre entreprise qui fait partie de ma catégorie A, c'est Accenture. Et en plus, vous m'avez posé une question là-dessus. Et ça, c'est une entreprise de ouf. Excusez-moi d'expression, mais c'est une entreprise que j'adore. Et vous allez voir qu'une entreprise, ça aussi, c'est un service informatique. Ils sont plus, bon, c'est beaucoup plus grand aussi, mais ils sont plus diversifiés, Accenture, parce que Capgemini, c'est vraiment pour le secteur bancaire en grande partie. Donc, ils font aussi pour les pharmaceutiques, pour le bâtiment, mais c'est le secteur bancaire qui fait beaucoup de chiffre d'affaires pour eux. Donc, si je compare par rapport à Accenture, vous allez voir, elle va être, déjà, elle est beaucoup plus chère, 22, 28, 23 presque le PER. Donc, price to book 7, donc elle est 7 fois le voilà, ça me paraît plus logique. Mais vous allez voir que c'est une entreprise de folie. Donc 31% déjà, les marges sont plus importantes. Et voilà la renta. Ça, c'est la renta que je m'entendais pour une société d'informatique. Ça, c'est une société avec un business model puissant. Ça veut dire que Accenture, ils ont plus à vendre à leurs clients que Capgemini. Capgemini, visiblement, ils juste retransfèrent, ils vendent les mecs, les spécialistes, ils touchent leur com et payent le salaire. Ils ont moins de valeur ajoutée. Clairement, Accenture, si on regarde leur ratio de rentabilité, ils ont plus de plus-value, plus de valeur ajoutée que Capgemini, qu'ils peuvent offrir à leurs clients. Donc Accenture, certainement, ils ont des systèmes, ils vendent certainement des logiciels en plus avec leurs équipes. Ils font peut-être plus de maintenance. Voilà, donc, mais dans tous les cas, dans les chiffres d'Accenture, c'est la folie par rapport au Cap. Donc pour Capgemini, je m'attendais beaucoup plus. Donc on va regarder, ça c'est les marges et la rentabilité. Bon, la rentabilité n'est pas terrible pour Capgemini non plus. Donc en tout cas pour le secteur, j'aime pas. J'aime pas. En tout cas pour ce secteur, il faut afficher les chiffres meilleurs que ça. Donc la dette, elle n'est pas importante, ça c'est normal. Pour Accenture, je pense que c'est pareil. Ah, il n'y a pas de dette pour Accenture. Ça c'est classe. Vous voyez? Ils ont aucune dette. 0%. Vraiment. Donc si vous voulez investir, moi je prendrais Accenture, clairement. On peut les comparer, mais c'est pas exactement les mêmes sociétés, mais quand même. C'est quand même bien. Voilà, donc 33% ouais, c'est à peu près bon, un peu plus pour Accenture, mais le dividende est le plus important. Bon, pour Capgemini, moi je voterai non plutôt. Je vais quand même regarder l'image technique aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Peut-être il y a un problème, moi aussi. Donc. Donc voilà, Capgemini, là pendant cette crise que nous vivons aujourd'hui, on est déjà allé tester les niveaux de 2014. Donc, encore l'analyse technique est parfaite. Donc, là ici on voit que on s'est arrêté là. Donc on est reparti avec le rebond technique. Mais quand même sa sensibilité il est énorme quand même aussi à la crise. Donc ça, bon, ça c'est la crise informatique, donc ça c'est normal qu'il a chuté énormément. Ça, c'était la crise financière, donc il a passé de 55 à 24, 25. Donc il a été divisé en deux, donc pour une crise de telle ampleur, c'est pas non plus impressionnant.
Donc là, elle est allée jusqu'à 100 et quelques, donc on est déjà divisé en deux. Mais s'il y a une crise dans le secteur bancaire, ça risque quand même d'aller plus bas, hein. Ouais, c'est risqué cette valeur, je trouve, hein. Parce que là, si je regarde là maintenant, donc là on est en train de rebondir. Ouais, il a du mal à monter quand même, parce que là on a franchi déjà les grandes tendances. Donc la grande tendance, elle était où? En tout cas, il y a quelque chose qui me dérange dans cette société. Donc, merde, j'ai pas. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui là? J'ai pas bien fait le truc. Voilà, c'est bien. C'est ça que je voulais. Donc on a cassé ce canal qui était depuis 2011. On reste toujours en dessous. Bah pour moi, ce canal, il est cassé, hein. Donc maintenant, on va repartir à la baisse. Donc on peut faire... bon, il peut continuer à baisser. Après, je ne sais pas ce qu'il va faire en court terme. Parce que pour moi, le rebond technique doit se terminer bientôt. Mais si je me trompe et s'il ne se termine pas bientôt, dans ce cas-là, on peut effectivement aller retester le plus haut de ce canal. Ça, c'est possible. Donc si je le continue jusqu'à là... Donc je peux imaginer un mouvement comme ça. Si encore une fois les rebonds techniques continuent, on peut aller jusqu'à là, 115 encore là. Mais ça, vous voyez, ça c'est quand même fou parce que là on va faire presque 100%, mais dans le cadre de rebonds techniques. Ouais, j'imagine que pour certains ça peut paraître absurde, mais après on peut repartir à la baisse et ça ne remet pas en cause nécessairement ce que je viens de vous dire. Parce qu'on peut effectivement de revenir de 53 jusqu'à 105 et repartir quand même à la baisse après. C'est pas. Ça va être volatile, j'ai peur pour Capgemini. Donc, moi, je dirais plutôt non. Donc, Accenture. Si je regarde Accenture, vous allez voir que certainement Accenture n'a pas fait le même parcours. Vous voyez? Ah bah voilà. Vous voyez? La qualité, on la voit tout de suite. Donc là, on regarde un grand canal comme ça. Bon, ça c'est un peu large que j'ai pris. Peut-être un peu, je suis pris un peu trop. Bams. Bah, vous voyez, avec la crise actuelle pour Accenture, pour une telle qualité, si je prends le grand canal depuis des années 2000, elle n'a même pas franchi la ligne médiane, un petit peu. Donc c'est vraiment la société qui cartonne. Donc, quoi qu'il arrive, franchement, c'est une société on pouvait effectivement même acheter ici et oublier, quoi, parce que même si elle va baisser encore, j'en sais rien. Elle peut au pire, en fait, au pire des cas, Accenture, elle peut aller jusqu'à là. Oups. Et à 123, mais si elle descend jusqu'à 116, 120, bah c'est déjà loin, hein, parce que là on est quoi? On est à 160. Ça va être une superbe opportunité à acheter. Donc, si on reteste le bas du canal, moi je vais l'acheter. Mais de toute façon, quand on sera là, le S&P 500 sera aussi très bas. Donc j'aurai déjà, à ce niveau-là, j'aurai déjà Accenture dans mon portefeuille parce qu'elle est dans ma catégorie A. Donc il n'y a pas de problème, je pense. Vu qu'on a commencé sur ce secteur, je vais quand même aussi parler d'Atos. Ça, c'est le concurrent de Capgemini, comme ça c'est fait. On a fait un tour du secteur. Je voulais faire une vidéo sur les SS2I, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'ailleurs. Je connais super bien ce secteur. Je peux vous donner beaucoup d'infos sur ce secteur. Si ça vous intéresse, ça peut être utile. Donc 16, donc c'est un peu la même chose que pour Cap. Ouf, la grosse margine, elle est énorme. Par contre, la margine nette, elle est moins que chez Cap. Donc il y a un problème parce que visiblement, ils ont beaucoup de frais sur quelque chose, Atos. Je ne sais pas ce qu'ils font, peut-être ils font des développements et peut-être ils font des recherches et développement. Je ne sais pas quel est leur capex, mais apparemment ils font quelque chose différent à Cap.
Et donc leur return on equity, il est 6. Ouais, je sais pas, moi, ça me dit rien, quoi, franchement. Et en plus, il baisse, la baisse des bénéfices par action, donc non, c'est pas, non, j'aime pas non plus. Atos. Ah non, ça c'est pas ça ici, pardon. Atos, 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 Atos. Atos Portos. Ouais, mais bon, vous voyez, donc ça c'est 2009. Là, je vois tout de suite déjà, ça c'est notre... Donc on est en bas de... Ouais, ici par contre, techniquement, c'est plus intéressant, je trouve. Parce qu'il faut encore casser le canal, ici. Ça va être compliqué déjà. Ici, il y a un moindre rebond, on peut se positionner, on peut imaginer un court mouvement comme ça. Et après, repartir vers là, et s'il y a une crise, etc., on va aller vers là, je pense, quelque part. Voilà, je pense que ça va être un peu ça, l'idée, sur Atos. Pour spéculatif, je le prendrai. C'est que, je dirais même que ça m'intéresse un peu, parce que là, c'est vrai que c'est un canal très puissant, parce que là, on n'a pas su rester un mois entier en dessous, donc là, on a essayé de le casser, mais on n'a pas réussi. Et maintenant, on est revenu dessus. Donc on peut effectivement voir une propulsion. Donc peut-être il y a eu des achats d'initiés ou quelque chose qui ont fait ici. En tout cas pour Atos, paradoxalement, c'est pas trop mal parce qu'en fait la tendance, c'est pas pour Comcap parce que pour moi la tendance n'est pas encore définitivement cassée. On peut parler de, si je prends une petite tendance là, plus plus court terme, on peut parler qu'on a cassé cette tendance. Ok. Et si on revient, ouais, ouais, si on dessine comme ça fait effectivement beaucoup, mais bon là c'était quand? C'était en 2018. Donc en 2018 c'était assez représentatif, vous voyez, donc ça c'était la petite crise on va dire. Il a retesté le même niveau. Donc pour Atos, apparemment on est au niveau béton là, à ce niveau-là. Parce qu'en 2018 on n'a pas réussi de le franchir, c'était à 50, bon on va dire arrondir à 50 euros, 51. Et je sais pas, hein, c'est intéressant comme truc. Parce que si on rebaisse ici aussi, il aura du mal de le franchir quand même. Mais s'il le franchit, ça va faire fort. Voilà, donc là je pense qu'Atos, il a des trucs à faire pour si vous êtes trader, vous aimez le trading technique. Il a des trucs intéressants à voir. Là je pense que je vais terminer cette vidéo. Déjà on est à combien là, on est déjà presque 1 heure, donc là effectivement je vais terminer. Je suis un peu fatigué. N'oubliez pas de me mettre un like, s'il vous plaît, encore une fois. Mettez les commentaires pour les prochaines vidéos, qu'est-ce qui vous intéresse. Le temps que nous sommes tous confinés, j'ai un petit peu plus de temps, j'enregistre des vidéos, donc j'espère que ça vous plaît. Et voilà, donc, Mind du Cash, à très bientôt.